Est-ce que vous aimez peindre? Si oui, ça tombe bien car dans cet épisode aujourd'hui on va voir comment peindre mais avec de la lumière. On va parler de light painting, donc light qui veut dire lumière et painting peinture ou peindre, ce qui donnerait en gros peinture à la lumière si on essaie de traduire un petit peu maladroitement en français. Mais c'est poétique, n'est-ce pas? L'avantage du coup avec le light painting, c'est que vous n'avez pas à racheter de la peinture, pas la peine d'avoir non plus le talent forcément de Léonard de Vinci, et pas la peine forcément non plus de sortir de chez vous, un peu comme la photo de goutte d'eau qu'on a vue la semaine dernière. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le light painting? De quoi est-ce que j'ai besoin pour en faire? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce podcast cette semaine. En avant, Guingamp. Je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Alors c'est quoi le light painting? Le light painting est un véritable petit monde dans le petit monde qui est déjà la photographie. Le principe est le suivant, c'est une photo créée en dessinant ou en peignant avec une lumière en mouvement. Généralement avec une longue exposition du coup, donc un temps de pause long. Dans les années 1930, le surréaliste Man Ray gribouillait avec de la lumière sur un autoportrait, et la grande photographe de danse américaine Barbara Morgan a réalisé certaines des premières photographies abstraites de peinture lumineuse en utilisant un film noir et blanc. À partir des années 1940, même Pablo Picasso a fait des expériences avec un stylo lumineux électrique. Donc vous l'aurez compris, pour faire du light painting, on aura donc besoin de lumière. Il existe de nombreuses sources de lumière que vous pouvez utiliser. Des cierges, des LED, des phares ou des bâtons lumineux, ou vous pouvez m'utiliser moi parce que je suis une lumière après tout. Vous pouvez également utiliser la lumière ambiante des lampadaires d'une ville, ou les phares des véhicules qui passent la nuit, et vous ferez comme ça des traînées lumineuses. D'ailleurs j'ai fait un article à ce sujet, et une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon site photomaniac.fr. Le light painting peut demander beaucoup de patience et de pratique pour être parfait, surtout si on fait ça tout seul. Mais les résultats peuvent être tout autant gratifiants. En plus, dans son principe, c'est assez simple en soi, c'est un peu comme n'importe quelle photographie à faible luminosité, sauf que vous mettez une source de lumière en mouvement pour ajouter un élément à votre photo. Alors autre point, comment trouver le bon arrière-plan pour le light painting? Si vous trouvez un moyen d'interagir avec l'environnement et de donner l'impression que vos effets lumineux font partie du décor, c'est génial. Votre arrière-plan d'ailleurs ne doit pas être nécessairement un lieu célèbre, il ne doit pas non plus être nécessairement le plus beau, il peut s'agir d'un parc arboré ou simplement même de votre jardin. Ce qui compte finalement, c'est plutôt la façon dont vous utilisez l'espace pour faire du light painting, plus que l'arrière-plan lui-même, qu'on ne verra sans doute pas trop d'ailleurs, parce qu'en général ça se fait de nuit plutôt quand il fait très sombre. Alors attention quand même, lorsque vous recherchez un emplacement, tenez compte de la lumière ambiante qui l'entoure. Si elle est trop vive, elle risque de noyer votre light painting. Donc le meilleur arrière-plan il doit être suffisamment sombre pour vous permettre d'utiliser un temps de pause allant jusqu'à 30 secondes, en tout cas plusieurs secondes, mais il ne doit pas non plus écraser la source de lumière que vous utilisez, sinon il sera difficile de voir ce que vous avez peint, ce qui est dommage du coup. Maintenant autre point, les 4 techniques pour faire du light painting. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails ici, vous pouvez retrouver comme d'habitude plus de détails sur mon site photomaniac.fr. Mais du coup on a 4 techniques principales. Donc première technique, c'est la peinture lumineuse cinétique. Donc dans ce cas là on bouge l'appareil photo uniquement mais pas la source lumineuse. Par exemple on peut se servir d'un élément naturel comme la lune et bouger son appareil photo pour faire du light painting. C'est très basique, mais ça existe. En numéro 2, on peut faire du light painting avec une source lumineuse en mouvement dans le champ. Donc cette technique un petit peu classique finalement, celle dont on va parler dans cet épisode. Donc dans ce cas là l'appareil photo est fixe et on met une lumière du coup en mouvement devant notre appareil photo dans le cadre. En 3, on a le light painting avec la source lumineuse qui est hors champ, donc c'est pareil qu'avant, sauf que cette fois on va pas du tout voir le tracé de la lumière, mais juste sa lumière qui en émane. Comme par exemple si vous avez déjà visité des grottes, souvent elles sont éclairées, donc on voit pas les projecteurs en général, on voit juste les lumières. C'est un peu le même principe. Enfin en 4, on a le light painting avec projection, donc ici on projette des éléments avec un projecteur du coup sur une personne ou un bâtiment par exemple. Vous avez peut-être déjà vu ça pour la fête des Lumières à Lyon par exemple. Maintenant autre point, on passe au matériel nécessaire pour faire du light painting. Donc un appareil photo, mais je précise avec un mode manuel voire bulbe. Ensuite un objectif, donc un objectif standard peut très bien faire l'affaire. Un grand angle vous permettra d'obtenir plus d'environnement dans votre photo. Si par contre vous pouvez opter pour un objectif rapide, ouvrant par exemple jusqu'à f1.8, c'est mieux. De toute façon en général vous n'irez pas au-delà de f8 en ouverture en light painting. En revanche, pouvoir ouvrir plus pour faire entrer plus de lumière peut être intéressant dans certaines situations. Ensuite on aura besoin d'une source de lumière, donc le choix exact va dépendre du résultat que vous souhaitez. Ça peut être une source de lumière naturelle comme la lune, ou des lumières artificielles comme des cierges, des torches, des lasers, des flashs, des téléphones portables, etc. Il existe de nombreux types de bâtons lumineux sur le marché d'ailleurs.
Vous pouvez même créer simplement de la lumière en attachant une guirlande LED à un bâton, et c'est parti. Et bien sûr, pour modifier les couleurs de vos lumières, vous pouvez utiliser des gels de couleurs ou changer la balance des blancs en post-traitement par exemple. D'ailleurs, petite remarque, notez que des sources lumineuses différentes produisent des couleurs de lumière différentes. Par exemple, une source de lumière LED produira une lumière plutôt froide, donc bleutée, tandis qu'une source halogène produira une lumière beaucoup plus chaude de type orangé. Ensuite, vous aurez besoin du coup de gel de couleur comme j'ai dit juste avant pour changer la couleur de vos lumières. Ensuite, un déclencheur à distance, à câble ou sans fil, en général sans fil, c'est mieux. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, utilisez la fonction de retardateur de votre appareil photo pour déclencher la prise de vue. Il est très important que vous ne touchiez jamais votre appareil photo ou votre trépied pendant l'exposition. Ensuite, un chronomètre, donc ça peut être sur votre téléphone tout simplement d'ailleurs, ou un autre moyen en tout cas pour chronométrer vos expositions, c'est utile notamment si vous utilisez le mode bulbe. Enfin, un trépied, donc avec les techniques Cintiq, vous n'avez même pas besoin de trépied, parce que vous servez juste d'une source lumineuse fixe et vous faites bouger votre appareil photo. Mais pour toutes les autres méthodes de light painting, il est indispensable de placer votre appareil sur un trépied pour obtenir des photos nettes. Ensuite, autre point, on passe au réglage pour le light painting. Pour le format de prise de vue, je vous conseille de prendre en RAW pour faire du développement par la suite. Le mode de prise de vue sera manuel, donc M pour les intimes, pour avoir un contrôle total sur le temps de pause. Ensuite, au niveau d'ouverture, ça dépend vraiment de ce que vous voulez photographier, de ce que vous voulez obtenir. Je vous conseille de commencer par un entre-deux, donc à f5.6, et d'ajuster en fonction par la suite. Si vous voulez faire entrer plus de lumière et diminuer le profondeur de champ et le temps de pause, dans ce cas, vous allez ouvrir, donc ce sera un chiffre plus petit de F. Et si vous voulez moins de lumière et plus de profondeur de champ et allonger le temps de pause, dans ce cas, vous allez fermer, donc un chiffre F plus grand. Ensuite, le temps de pause, commencez à 30 secondes par exemple et ajustez à partir de là. Tout dépend de ce que vous photographiez exactement. Si par exemple vous photographiez une personne, 30 secondes, ça peut être un peu long pour lui demander de rester immobile. Ensuite, l'ISO, donc la valeur ISO la plus basse possible pour minimiser le bruit. Niveau de la mise au point, elle sera manuelle. Donc vous allez devoir utiliser la bague de mise au point sur votre objectif. Et du coup, on se met en mise au point manuelle, en fait, pour bloquer tout simplement la mise au point et pas qu'elle se refasse en cours de séance. Et ce que vous pouvez faire, petite technique, c'est que vous pouvez vérifier éventuellement la netteté avec le mode Live View. Vous allez avoir le viseur de votre appareil photo qui va apparaître sur votre écran LCD. Vous allez du coup zoomer dans l'écran pour vérifier que ce que vous mettez au point est bien net et bien mis au point. Si vous avez un appareil photo sans miroir, donc mirrorless, vous pouvez également expérimenter le focus picking. Ensuite, la balance des blancs. Donc si vous souhaitez équilibrer votre source de lumière artificielle, choisissez alors le paramètre de balance des blancs incandescent ou tungstène. Mais l'expérimentation d'autres paramètres de balance des blancs peut parfois produire des effets lumineux intéressants. La balance des blancs lumière du jour est un bon point de départ si vous souhaitez conserver les couleurs originales de vos sources de lumière artificielle. La balance des blancs automatique n'est pas trop recommandée ici, et je vous rappelle que si vous prenez en RAW, vous pourrez très facilement changer cette balance des blancs en post-traitement. Ensuite, la luminosité de l'écran LCD. Si vous pouvez, c'est mieux, réduisez la luminosité de l'écran LCD, car le réglage normal de base est trop lumineux la nuit et donne à votre photo un aspect lumineux alors qu'elle est en fait souvent sous-exposée. Bon, je vous rappelle quand même que l'écran LCD c'est pas du tout fiable et c'est trompeur même si vous changez vos réglages et que vous diminuez la luminosité. Ensuite, l'histogramme, donc je rappelle que c'est pas un outil de mesure de l'exposition, mais sans posemètre externe, que lui est un outil de mesure d'exposition, et on fera avec. On peut se dire que si l'histogramme, en fait il a beaucoup de barres du coup sur la gauche, c'est que votre photo est probablement sous-exposée. S'il n'y a pas du tout de barre à droite, c'est probablement que c'est sous-exposé. Ensuite, vous pouvez mettre l'alerte surbrillance, donc c'est une alerte qui permet de voir si vos blancs sont cramés, si vos lumières sont cramées. Alors en général, cette fonction a tendance à exagérer, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément logique que ce soit forcément cramé dans ces zones-là, mais ça peut aider quand même, ça peut être un indicateur. D'autant plus qu'en fait, il est assez normal que dans ces conditions, votre lumière soit cramée, si vous voulez par exemple exposer un peu plus pour qu'on voit l'arrière-plan. Ensuite, la stabilisation de l'image, donc vous allez la désactiver, parce que lorsqu'un appareil photo est sur trépied, ça sert à rien tout simplement, et vous aurez plutôt tendance à avoir des photos floues du coup sur trépied. Ensuite, on a l'option réduction du bruit en longue exposition, donc le réglage recommandé c'est de désactiver tout simplement. Le problème c'est que cette option, si elle est activée, elle va doubler votre temps de pause, et bref, si vos ISO sont réglés assez bas en principe, c'est pas la peine de se soucier du bruit, il devrait pas trop en avoir. Ensuite, on passe à un autre point, donc on a vu les réglages, on va s'atteler à faire l'exposition pour la lumière ambiante. Donc la première étape avant de peindre en soi, c'est de déterminer l'exposition correcte pour la lumière ambiante dans votre scène. Cela peut prendre beaucoup de temps lorsque vous expérimentez des temps de pause qui vont de 3 à 4 minutes par exemple, ou même à plusieurs secondes. Bref, ça peut prendre du temps de trouver l'exposition correcte. Donc voici une petite astuce qui peut vous aider à accélérer ce processus. Donc première étape, vous allez régler votre sensibilité ISO 6 fois plus que celle que vous comptez utiliser vraiment. Donc par exemple, si vous prévoyez de photographier à 100 ISO, vous allez régler vos ISO sur 6400.
donc 6 stops de plus. En deuxième étape du coup avec votre appareil photo réglé sur 6400 ISO, vous allez essayer de déterminer le nombre de secondes dont vous aurez besoin pour obtenir une exposition correcte. Une seconde d'exposition à 6400 ISO est égale à 1 minute à 100 ISO. Et du coup en 3, une fois que vous avez déterminé le bon temps de pause à 6400 ISO, vous réglez à nouveau vos ISO sur 100 et vous mettez votre exposition en minutes et non en secondes. Voilà, c'est une astuce qui marche si vous allez faire notamment des longs temps de pause, des longues chorégraphies, c'est un truc qui va faire gagner du temps. Ensuite, la mise au point. Donc s'il fait très sombre, la mise au point va être délicate. C'est un doux euphémisme. Ce que vous pouvez faire, c'est éclairer votre sujet, ou en tout cas l'endroit où vous voulez faire la mise au point, avec une lampe torche ou la lumière de votre smartphone. Cela peut aider du coup à faire la mise au point automatique. Et n'oubliez pas d'ailleurs, une fois que la mise au point est faite en automatique, de repasser en mode manuel pour la bloquer. En 2, vous allez régler votre appareil photo sur Live View et faire un zoom pour vérifier que la mise au point est correcte. Donc que c'est net là où vous voulez que ça soit net. Et ensuite, en 3, une lampe frontale ou une lampe de poche vous aidera à voir les commandes de votre appareil photo dans l'obscurité, surtout si c'est votre première fois, c'est utile, et elle vous permettra également de ne pas trébucher sur votre trépied. N'oubliez pas non plus que si vous déplacez votre appareil photo, vous allez devoir réactiver l'autofocus et refaire tout ça et refaire la mise au point. D'ailleurs, avoir la mise au point sur le back button vous évite à chaque fois de passer en automatique puis en manuel, vu que c'est juste le back button qui fait la mise au point. J'en parle notamment dans ma formation gratuite. Maintenant, autre point, déclenché. Donc votre matériel est OK, vos réglages sont OK, votre exposition est OK, votre mise au point est OK, alors qu'attendez-vous? Peignez. En général, la plupart des appareils photo vous permettent de régler des expositions allant jusqu'à 30 secondes, mais pour les expositions de plus de 30 secondes, réglez votre temps de pause sur bulbe. N'oubliez pas non plus d'utiliser votre déclencheur à distance, votre obturateur restera ouvert jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur le déclencheur, et utilisez du coup votre chronomètre ou votre minuteur de votre téléphone pour chronométrer la durée de l'exposition. Vous avez peut-être besoin d'inspiration, alors voici quelques photographes contemporains connus pour leur travail avec le light painting. Donc d'abord on a Lap Pro, donc L-A-P-P-P-R-O, Lap Pro. Donc la personne derrière Lap Pro s'appelle Gian Leonardo, et c'est l'un des photographes de light painting les plus connus actuellement. Son travail combine la manipulation chorégraphique de la lumière, l'art de la performance, le temps et la photographie. Ensuite on a Hannu Utamo, donc c'est Hannu, donc H-A-N-N-U, et Utamo, H-U-H-T-A-M-O. Hannu Utamo est connu pour ses fleurs et ses structures qui semblent être des effets spéciaux sortis tout droit de studios hollywoodiens. Enfin on a Michael Bosanko, donc Michael M-I-C-H-A-E-L, Bosanko B-O-S-A-N-K-O. Son travail a une qualité ludique et fantaisiste. Il utilise la lumière pour créer des scènes d'un autre monde qui peuvent inclure des humains, des animaux et des motifs connus. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur le light painting. Je rappelle que vous pouvez trouver la version article, donc plus détaillée, de cet épisode sur mon site photomaniac.fr, où je parle notamment de 2 chorégraphies pour faire des spirales et des orbes. Je parle aussi de quelques astuces et conseils en vrac sur le light painting. Je rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Alors moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.